Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo Max. On se retrouve pour l'épisode 3 de One Piece, l'adaptation de Netflix en série live. Et on se retrouve dès le début d'épisode avec l'histoire qui se passe 7 ans plus tôt au village Syrup, village du sirop, hein, ils ont même traduit ça dans les sous-titres. C'est le village d'Usopp où on découvre du coup ce petit garçon qui parcourt la ville en criant non pas au loup, mais c'est le petit garçon qui crie au loup en fait, hein, si vous connaissez la fable, mais il crie aux pirates. C'est ça, et du coup j'ai beaucoup aimé. Alors ça peut faire partie de la réalisation. D'ailleurs avant c'est vrai qu'on est parti droit dans l'histoire, mais abonnez-vous les amis, hein, surtout pour ne pas louper toute cette analyse qu'on fait de la série One Piece Netflix jour après jour, et puis tout le contenu de Léo Max. On compte sur vous, et merci à toutes celles et ceux qui l'ont fait. Et du coup oui, pour reprendre ce que je disais, c'est vrai que ça fait un peu partie de la réal, mais j'ai quand même beaucoup aimé que pour l'histoire, pour qu'on comprenne pourquoi ce petit garçon qui crie au loup va avoir toute cette incidence et le fait qu'on finisse par ne plus le croire, bah j'ai bien aimé la transition aussi avec cet étalonnage qui fait qu'on passe du présent, enfin du passé plutôt au présent, en vivant la même chose. Et on se dit ok d'accord, j'ai compris, si t'es pas un habitué, t'as compris qu'en fait Usopp c'est ce gars, il fait ça depuis qu'il est tout petit et aujourd'hui il casse un peu les noix, passe son temps à faire ça. Bon, à mon avis ça va lui jouer des tours. Pour le coup, c'est plutôt fidèle à l'animé. Je me souviens qu'on avait un truc pareil aussi dans l'animé. Donc sur ça, on a la même transition. Par contre, vu qu'on est dans l'histoire, l'adaptation, il est temps de le dire dès le début, il y a pas mal de changements avec le manga et avec l'animé. Vous allez voir, on va en reparler tout à l'heure. Bon, dès le début de l'épisode, en tout cas, on se retrouve avec notre trio qu'on aime bien, qu'on commence à apprécier, Luffy, Zoro et Nami, pendant qu'elle étudie une carte, Nami, la fameuse carte de Grand Line. Y a Luffy qui arrive avec un magnifique Jolly Roger, donc un pavillon de pirate qu'il a dessiné à la main. Bon, c'est peut-être pas le meilleur, on va peut-être pas rester sur ça, en tout cas d'après l'équipage, entre guillemets, qui n'a pas l'air ravi. Malgré tout, ils sont quand même d'accord pour changer de bateau. Hein. Ouais, ils sont d'accord parce que bon, il y a un moment donné se pose la problématique du fait que le bateau prend l'eau et que les chiottes sont bouchées. Et vu l'expression de Zoro qui fait genre c'était pas les toilettes. Tu sais ce que je me suis dit, dites-moi ce que vous avez pensé. Il y avait paillage dans la carte. Et je me suis dit, il a chié dans la cale de Nami, dans le truc. Bon bah voilà, donc. Je me suis dit, parce qu'il arrive, fait, bon les toilettes sont bouchées, elles sont pétées, fait chier. Elle fait, mais on n'a pas de toilettes, fait. Ah merde. Donc j'ai chié dans l'escargophone. Bon. Ça veut dire que dans son truc où elle garde son denden mouchi qu'elle se fout dans l'oreille et tout, bon, il est un peu noyé quoi. Des saloperies. Ouais, il a pas laissé que de l'eau quoi, je pense. Voilà, bon ça c'était la blague qu'on peut traduire ou pas. Hein. Nous apparemment on l'a vu de manière totalement différente, deux moments différents, etc. On l'a vécu de la même manière. Donc bon, dites-nous si vous aussi vous avez pensé à cet élément dégueulasse. Truc intéressant, c'est que juste après, on voit la marine et on voit l'évolution des différentes relations. On commence par Kobe et Hermep, hein, Hermep qui se demande ce qu'il fout là, parce que n'oubliez pas que c'était le fils à papa, fils de Morgan, 153e division, il faisait genre, il servait à rien, mais bon voilà, tout le monde était à ses pieds. On le retrouve un petit peu comme ça, en mode, hey, bouge, il essaye de faire son petit chef. Sauf que, en définitive, c'est plutôt la relation Kobe et Garp qui va énormément se développer au fur et à mesure de cet épisode. Bah notamment parce qu'il était chef décadé en fait, Hermep. Hein. On l'apprend plus tard dans l'épisode, au moment où Garp, qui a bien sympathisé avec Kobe et a vu que c'était un bon stratège militaire, il décide finalement de nommer Kobe chef décadé. Et là, la relation entre le vice-amiral et du coup Kobe, qui était juste un cadet, voilà, mais qui a finalement de l'expérience sur un bateau, commence à prendre de l'ampleur et on va voir l'évolution de Kobe. Ça devient très intéressant jusqu'à la fin de l'épisode où évidemment on en reparlera tout à l'heure évidemment. Bah oui, mais c'est super intéressant, loupez pas, hein, ça c'est, je sais pas où vous en serez à la fin de la série Netflix, est-ce que vous allez avoir envie de continuer, de reprendre le manga ou autre, mais voilà, notez quand même que cette relation est importante à bien des égards. On retrouve du coup Zoro qui est deg d'avoir raté la prime de Baggy, avec Luffy qui s'était mis totalement à l'envers, mode gros cassos.
C'est surtout qu'il lui dit bon, de toute manière, tu voulais la prime, mais qu'est-ce que t'en aurais fait? On est recherché. Et Zoro il fait ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Et là, j'ai retrouvé un peu la complicité des deux personnages. Je trouve que pour le moment, Zoro est pas très complice avec tout le monde. Pour le moment dans la série. Hein. C'est sûr. Mais ça commence à se construire et je le pressens, voilà, ça commence à évoluer. Notamment quand Luffy dit vas-y viens, tu me suis, je vais nous trouver la cuisine, des trucs comme ça. Il le suit. Depuis le début, on voit qu'il le suit, il lui fait confiance. On a déjà eu une phrase intéressante dans le dernier épisode. Là, je pressens que ça va évoluer, mais c'est vrai que pour le moment, bon, il n'est pas assez suffisamment complice, mais ce genre de phrase est intéressante. En mode ah j'y avais pas pensé, et c'est Luffy qui lui dit le truc. Et dans le manga ce sont deux cassos, hein, Zoro et Luffy, hein, faut savoir, c'est pas... Zoro est un peu plus malin que Luffy, mais les deux c'est des cassos. Et là on retrouve un peu ça dans cette scène, donc ça m'a fait du bien. J'ai retrouvé un peu les deux au même niveau, tu vois. Parce que au tout début de la série on avait l'impression que Zoro il était un peu quand même beaucoup plus intelligent, et que Luffy c'était un peu le seul qui allait faire le cassos, finalement non. Donc c'est bien. Non. Ouais, c'est bien. Bah, tu parles de Cassos, tu fais une transition parfaite. Hein, tu me tends une perche. J'ai même envie de dire une perche de cirque. Parce qu'on retrouve Baggy qui, bah, maintenant, comme vous l'avez constaté, a retrouvé tous ses morceaux. Et puis, très rapidement, il y a Kurobi qui débarque, qui veut lui dire ouais, Arlong, il veut te parler. Et tout. Un homme poisson, du coup, faut préciser pour tous ceux qui nous regardent, qui connaissent pas le manga. Il y a des hommes poissons dans One Piece, c'est pour ça qu'à un moment donné, quand on voit Arlong, il parle d'humain. Bon, vous avez bien vu qu'il ressemble à un requin-ci, mais on peut se dire qu'est-ce que c'est que ce gars, il a fait de la chirurgie ou quoi. Non, dans le monde de One Piece, il y a plusieurs espèces humanoïdes. Il y a les humains comme nous, hein, dans notre monde réel, mais il y a aussi les hommes poissons. Voilà, donc faut le savoir. Et a priori, il aime pas trop les humains, de ce qu'il dit. Mais en plus de ça, on a un gros changement avec le manga, puisque Baggy, normalement, on le revoyait dans des mini-aventures dans le manga, et il restait sous sa forme, voilà, collé à ses bottes là, et il récupérait pas immédiatement ses autres parties. Là, ça m'a un peu... Je me suis dit, attends, il va récupérer ses parties là maintenant, donc ça veut dire qu'ils vont lui donner un rôle là maintenant, dès l'épisode suivant dans la série. Oui, parce qu'a priori, bah, il croise Arlong qu'on voit pas normalement avant un moment, hein, dans le manga. Donc il y a un aménagement qui est fait dans cette adaptation, où Arlong il se présente comme étant le chef, tu sais, ça fait un peu le gars qui veut faire son territoire, racaille en mode ouais là c'est mon terre-terre, personne s'approche de là. C'est quand même grand East Blue, hein, tu vois, mais il prétend que c'est son territoire. Donc a priori Baggy qui serait en dessous de lui en termes de force, hein, serait plié aux ordres d'Arlong. On verra comment ça évoluera évidemment, mais c'est à suivre. Ouais, c'est à suivre de très près. On retrouve un autre pan très important de l'histoire et pour la suite de One Piece, l'histoire du bateau. L'histoire du bateau, le fille hyper naïf, hein, ouais, il nous faut un bateau de ouf, etc., machin, blabla. Bon, Nami, elle dit ok, on va le voler. Ah non, on vole pas le bateau, c'est notre poteau, ça va être une personne à part entière de l'équipage, je veux mon bateau propre, clean. Il lui fait ouais, mais faut le payer ton bateau. Ouais, on va le payer. Le fille naïf, quoi, voilà, c'est... le fille qui découvre le monde, quoi. Ouais, tu vas être confronté à des difficultés financières, mon cher Luffy. Surtout que, bon, il a flashé sur le bateau, comment dire, tête de chèvre, mais c'est quand même un petit peu le plus illustre des bateaux qui se trouvent sur ce port. Tu le vois, tu fais, ouais, tout le monde le veut, en fait. Bah je sais pas, on n'a pas vu les autres, donc difficile à dire, mais en tout cas t'as Usopp qui... J'ai trouvé la rencontre Luffy-Usopp aménagée de manière un peu... elle est différente en fait, si vous préférez dans le manga, Usopp il se prend vraiment pour un pirate, il joue au pirate et il a vraiment sa bande, et je vais en reparler un peu de sa bande. Normalement il y a 3 enfants qui le suivent partout, et c'est pour ça qu'il se... présente comme Captain Usopp, parce qu'à un moment donné il dit dans la série, il dit ouais je suis Captain Usopp et tout, t'inquiète, c'est le grand Captain Usopp, il a fait ça, il a fait ci. Là c'est présenté que à travers ses mensonges, les histoires qu'il raconte à Kaya, etc. Pour Kaya du coup, hein, qui nous est présenté, vous l'avez compris, mais vous avez vu l'épisode de toute manière. Mais Kaya qui est malade, et du coup ça lui redonne du baume au cœur ces histoires, même si c'est du pipeau qui ennuie les villageois. Et de l'autre côté,
son pipeau, en fait, d'ailleurs Pipeau c'était le premier nom d'Usopp dans la première VF, parce que Usopp, il y a Uso dedans, ça veut dire mensonge en japonais. Ils ont gardé le nom dans la série, tant mieux, malgré quelques trucs adaptés, j'en reparlerai après. Et ce Pipeau va être très important, et Kaya va être très importante aussi. Et cette caravelle que vous avez vue, éminemment aussi, et c'est pour ça d'ailleurs, pour récupérer cette caravelle, il y a un pacte entre Nami et Luffy. Nami, elle dit on va le voler, et Luffy dit non, ça va être, je vais lui demander, elle va me le donner. Et on va voir qu'ils vont discuter pour pouvoir l'avoir, cette caravelle. Ouais. Mais j'ai trouvé quand même la rencontre, elle est, bon, tu sens qu'elle est conveniente pour un scénario Netflixien. Parce que tu rencontres un gars sur un bateau, tu fais ouais, ton bateau tu vas me le vendre. Bah en fait non, je peux pas le vendre. Enfin techniquement bon ok, mais en fait c'est ma meilleure amie. Mais genre la plus riche en fait qui l'a, donc bah si tu veux bien je te la présente. Mais je trouve tu vois que dans le manga t'as raison, c'était plus subtil parce qu'il n'y a pas de port, il n'y a pas d'histoire de vas-y viens on va prendre cette caravelle là. Ça marche pas comme ça. Donc là, c'est vrai que c'était un peu plus convenient. Il trouve le gars en plus qui nettoie les crottes de pigeons, mais effectivement, il a sa meilleure amie. Et sa meilleure amie, comme par hasard, bah justement, elle est en proie à non pas du chantage, mais presque. Puisque il y a ce majordome, on se méfie de lui dès le début. Et puis Zoro notamment, puisqu'il a l'air de le connaître. Kulahadol, il s'appelle. Krahadol, ils ont sous-titré ça, ce qui passe très bien, je trouve. On découvrira que c'est évidemment le capitaine Kuro, donc le capitaine des Black Cats. J'ai trouvé ça très subtil, parce qu'effectivement on a Sham, Butchi et Kuro qui forment cet équipage. Kuro, ça veut dire noir en japonais, donc les Black Cats, c'est les chats noirs. Et ils ont tous effectivement cette dégaine, ils sont tous de noir vêtus, mais ils ont tous cette dégaine avec des dents pointues, où ils font les chats, ils font des trucs comme ça. C'était pas mal, on va reparler tout à l'heure dans d'autres... comment dire ça, section, mais la construction, le travail qu'il y a de Kulahadol pour essayer d'empoisonner du coup Kaya, c'était intelligemment fait dans le sens vil du terme pour pouvoir mettre la main sur sa richesse. Et on voit que deux manières de faire s'opposent, celle de Nami plutôt et celle de Kulahadol, et tu vois in fine qui sont les méchants. Ouais, c'est une bonne mise en lumière de la manipulation psychologique que tu peux avoir pour arriver à de vils desseins. Je ne veux pas dire que ce soit quand t'empoisonnes quelqu'un, forcément un truc positif. Mais ouais, non, en tout cas, cette partie-là, au niveau de l'histoire, c'est propre. Voilà, sur ça, c'est plutôt propre. On découvre d'ailleurs pas que 3, on découvre aussi Mary, donc celui avec la tête de mouton, ça vous rappelle très certainement le bateau, du coup. Qui voilà, Nami elle essaie de le soudoyer et tout à un moment donné dans la soirée, on voit qu'il s'occupe des finances, il est un petit peu inquiet sur le fait que Kaya va récupérer l'entièreté des droits de la flotte et que voilà, Kuro il est dans les parages et que du coup comme elle peut pas trop gérer qu'elle est empoisonnée, c'est lui qui va gérer. Ça l'embête. Il veut en parler, à chaque fois il se fait remballer. À chaque fois que lui fait bon du coup on va peut-être servir le repas. Bon là il y a des invités, on en parlera plus tard. Ah t'es un petit peu stressé par le boulot, on verra plus tard. Il sait à tel point que finalement il se fait tuer. Ça conduit toute la situation à dégénérer, avec Usopp qui doit s'échapper, Zoro qui se fait assommer, il se fait balancer dans un puits, est-ce qu'il est mort ou pas, on sait pas. Et de l'autre côté, Luffy qui va lui-même se mettre hors d'état de nuire vu qu'il va s'empoisonner en buvant la soupe qui sert à empoisonner Kaya. Finalement il reste que Nami, qui a commis une bonne action en plus, puisque elle voulait, qui a commis une bonne action, ça commençait mal, elle voulait voler un peu la demeure. Elle a croisé Kaya, j'en reparlerai dans la réalisation, mais j'ai beaucoup aimé cette discussion qu'elles ont les deux. Elles se sont rapprochées, elles se sont comprises. Et ça nous permet aussi de mieux cerner Usopp. Usopp qu'on voyait comme un gros mytho, un gars qui était un peu là, tu vois, pour faire genre... pipoter, mais se la raconter un peu, tu vois. Finalement, on voit qu'il a une importance pour Kaya, et que sans lui, ce serait peut-être déjà morte la meuf. Ouais, elle se raccroche beaucoup à Usopp, et du coup leur relation apparaît du coup, en tout cas dans l'adaptation Netflix, comme un petit peu plus complexe que dans le manga, où voilà, dans le manga il y a quelque chose entre les deux, on se dit ça flirte. Là c'est beaucoup plus humanisé, forcément c'est une série Netflix, et l'adaptation fait que
ça sent un peu plus la romance. C'est un peu plus obvious. Voilà, c'est ça, c'est un peu plus obvious. En mode, bon, les deux, ils sont à fond, mais ils se l'avouent pas. Voilà, tu le sens un peu plus fortement. Parce que je vais pas te dire que dans le manga ou l'animé, personne s'est dit, oh tiens, Usopp et Kaya, ils vont finir ensemble, machin. Tout le monde y pense, tout le monde, voilà. Je vous dis pas plus ni comment ni pourquoi, si vous l'avez pas vu, mais voilà. Mais là, oui, comme tu dis, c'est beaucoup plus obvious. Bon, moi, ça m'a pas, franchement, ça m'a pas dérangé. Moi, je vais en parler tout à l'heure. J'ai mis une note dans une autre section. Mais là, on va terminer juste l'histoire avec la fin de l'épisode finalement. Hein. Donc, le capitaine Kulo est dévoilé. On a compris que Morgan avait Mitton. J'ai trouvé cette mise en scène plutôt habile. En mode, Morgan, il a voulu se vanter d'avoir tué le capitaine Kulo, ce qui lui a servi, lui, à disparaître véritablement et à prendre une autre identité, Kula Hadol, qu'il a construit de toutes pièces, majordome, pour pouvoir extorquer l'argent de la richesse du coup familiale, se servir de Kaya l'empoisonner, si elle est morte, parce que c'est elle qui doit reprendre le port. Hein. Donc si elle meurt, là, elle a 18 ans, c'est lui qui hérite du truc en fait. Donc ça l'arrange. Et on découvre aussi le passé d'Usopp avec sa mère qui est morte, hein, finalement, pendant que lui était en train de pipoter dans toute la ville. Donc il s'en veut, malgré tout. On a aussi, quand même, la morale de l'histoire. Voilà, faut pas mytho, parce que voilà ce qui te pend au nez. Le gars, au moment où il y a de vrais pirates qui sont là, effectivement, Captain Kulo, c'est un vrai pirate, qui cause les troubles aux abords de la ville, plus personne ne te croit. Du coup, il a plus personne à qui se rattacher, là où dans le manga, il avait quand même les 3 enfants dont je vous ai parlé tout à l'heure, piment, oignon et carotte. Ils y sont pas, je me suis dit, ils vont apparaître, parce qu'il dit personne ne me croit. Là, je me dis, il y a 3 enfants, ils vont dire, mais si, on te croit, nous. Pas du tout, je vois Kobe, je fais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que c'est pas du tout comme dans le manga. Hein. Alors, ils ont aménagé le truc en mode, bon, Garp, depuis le début, il chasse Luffy. Il le poursuit, il dit ah d'accord on va poursuivre le pirate qui s'est introduit à Shells Town. D'accord, ça les mène jusque là. Mais alors là, j'ai vu Kobe dans Usopp, j'ai fait hein. Ouais, ça va vite en besogne en fait. Là il y a eu un énorme raccourci, on a éclipsé des personnages pour se dire on n'a pas le temps de les développer et du coup on va aller direct à l'essentiel, Kobe. Bon. On sait qu'on a à faire une adaptation, après on vous dira dans notre avis final ce qu'on en pense. Voilà, du coup, pour l'histoire, on passe au casting et les quelques notes qu'on a pu souligner ou en dire. Moi, j'ai trouvé Usopp plutôt bon. Pour le coup, moderne, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, on peut pas, voilà, on voit qu'on est en 2023. Mais bon dans son personnage, j'ai retrouvé le Cassos, le menteur, expressif, exagérant certaines situations. Moi je l'ai bien aimé en tout cas. Moi j'attends d'en voir plus. Personnellement je suis mitigé, c'est-à-dire il y a de bons trucs et des trucs moins bons. Dans le sens où déjà dans son jeu de la même manière, il y a des bons trucs et des trucs moins bons. La fin où il pleure, etc. Tu vois de vraies émotions chez le gars. Le côté un peu mytho et tout ça sympathique, j'aime bien. Maintenant, quand il découvre le corps de Mary, j'y ai pas cru une seconde, le gars. Il y a d'autres trucs un peu trop street. Tu vois, et Usopp moderne, mais effectivement, tu vois, genre, là, je te raconte mon gars et tout, tu vois, donc il s'est passé ça. C'est pas comme ça que je voyais Usopp, surtout à côté, en fait, de Nami, Zoro et Luffy, qui sont plutôt fidèles à ce qu'on voit dans le manga, dans leur attitude. Donc, lui, il dénote un peu. Malgré tout, il est pas mauvais. Mais je veux en voir plus dans le prochain épisode. Ok. Après, pour Kaya, moi, j'ai trouvé très bonne. Je me rappelle de certains plans, d'autant plus de l'animé, où j'ai revu son visage, en fait. Ce visage triste, même la forme de... Je vous mets une image, là, une screen. Franchement, moi j'ai bien aimé Kaya. Mais ils ont fait un effort quand même, on est sur le casting, mais ils ont fait un effort sur le maquillage pour la rendre malade, ce qui au premier abord, moi quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai même mis une note, j'ai fait mais elle a 50 ans Kaya ou c'est comment là? Parce que Usopp, bon il est censé être jeune là, à l'époque il a quel âge quoi? 19, un truc comme ça, je sais pas. Elle est censée avoir le même âge, je me suis dit elle a 35 ans la meuf, mais c'est le maquillage en fait. Donc ils ont fait un effort sur le maquillage pour la rendre malade, après ça passe mieux dans l'épisode, je m'y suis fait, elle joue bien. Hein, c'était correct, donc j'ai plutôt bien aimé. Grosse couche de maquillage également sur Kula Hadol. Le gars a une bonne tête. Ouais, alors ça, faut qu'on en parle. On en reparle après du maquillage, hein, mais le gars a une bonne tête. Voilà, il a la tête de l'emploi, on va dire.
il a la tête de l'emploi, mais les premiers instants de Cull-Haradol, franchement, j'ai eu peur. Pourquoi? Parce que justement, je l'ai trouvé très cosplay. Les premiers instants, entre son comportement, quand on l'a découvert, son agissement, je l'ai senti l'acteur en mode je découvre mon rôle, et c'était limite les premiers plans qui étaient là. Et en fait, je me suis dit, j'ai même mis pause, j'ai regardé ma femme, je me suis dit, cosplay son truc, c'est un majordome. Il n'y a pas plus classique à faire à la base qu'un majordome. Certes, il a des habits spéciaux, hein, il a, voilà, mais au début, je me suis dit, putain, ouais, c'est un majordome. Mais vraiment, je me suis dit ça, il n'y a pas plus classique qu'un majordome. Ils l'ont fait un peu trop, je ne sentais pas à l'aise, ou je sais pas, puis... Bah, il devait, à mon avis, il a eu des consignes, hein, c'est pas que lui, il a eu des consignes, il devait être assez pincé, balai dans le cul, tu vois, et il le fait vraiment. Et le truc avec les tenues déjà, avec la couche de maquillage et tout, moi c'est vrai que quand j'ai vu Kaya et en plus Cull-Haradol, je me suis dit oula. Et surtout les deux Gugus là, parce que alors les autres acteurs on va en parler. Mais Cham, alors Cham déjà c'est un garçon dans le manga, mais je vous avoue je m'en suis souvenu qu'après. Donc ça m'a pas gêné en voyant l'épisode. Mais on a Cham et Butchi au début, même pendant les 3/4 du truc, je trouve qu'ils jouent mal les acteurs. Franchement, Kaya elle joue à côté, elle joue bien. Mais Cham et tout, les premières scènes, j'ai fait qui c'est ça? En plus, non, c'était série B. Ouais, série B. En plus, déjà qu'ils ont des costumes dégueulasses avec une perruque moche, bleue. Je me suis dit non. Je me suis dit ça va être difficile. Finalement, on rentre dans le truc. Hein. Vous avez vu dans cet épisode, parce qu'au tout début, on a des gros a priori, et au début, ça fait très cosplay. En plus, là, il y a les acteurs qui jouent pas bien au début. Et après, ça va. Voilà. Mais je pense que l'ambiance qui est du coup de plus en plus... Alors c'est autre chose, mais ça va jouer avec l'acteur. Je pense que l'ambiance de plus en plus glauque, j'ai l'impression qu'ils ont appréhendé chacun leur rôle, ils ont trouvé leur place, à libérer chacun des acteurs. Ouais. Et je l'ai vu sur Cull-Haradol, je l'ai vu malgré tout sur Butchi et sur Cham. Mais oui, non, Butchi, moi, à un moment donné, je me suis dit que s'il fait Gargamel, j'y ai pas cru, en fait, je voyais pas Cham, je voyais pas Butchi. Et Cham, pareil, il est censé être tout ce que, je me rappelle de la partie basse, il fait vraiment comme un chat, qui a limite des muscles sur la partie des pattes avant, tu vois, et il est tout ce que, etc., il déambule comme un chat, et là, j'ai vu une nana, bon, encore un parti pris Netflixien, bon, peu importe, et je me suis dit, ouais, heureusement qu'à un moment donné, ils ont fait comme ça dans le noir là. Bah ça c'est l'un des trucs qui m'a le plus gêné. Hein. Je vais te dire, hein, je sais pas dans quelle partie on pourrait le mettre ça, mais oui casting, mais ça va être des plutôt direction d'acteurs, mais ils avaient pas ni le temps, ni la volonté peut-être, ni même le budget à mettre sur ces personnages-là pour un combat. Parce que dans le manga, il y a combat contre Zoro, il y a de l'action, c'est des combattants, hein. Butchi et Cham, c'est les deux guerriers de l'équipage de Culo. Là, non, à part faire le chat qui c'est pas miaulé, du coup, c'est qui folle, ou je sais pas quoi. Non, c'était nul. Hein. C'était pas le truc le plus... c'était pas ouf, quoi. Il y a que Culo qui impressionne, ce qui nous permet de faire la transition avec le visuel. Et encore, je dis impressionne. Je vais vous dire un truc. Je trouve que la vitesse de Culo est bien rendue. Je trouve que j'ai été impressionné par l'FX, par le sound design, mais pas par l'acteur. C'est-à-dire que l'acteur, je le trouve bien physiquement pour le rôle. Je trouve ses mimiques là et tout, bon, il est obligé de remonter, on comprend pourquoi il remonte ses lunettes avec sa paume de main, vous le découvrirez quand on voit qu'il a des griffes. Je trouve qu'il est bien casté pour le truc, mais il joue mal le je vais vite. Juste il bouge pas et on le fait disparaître. Donc j'y crois pas, tu vois. La scène avec Mary où il disparaît partout, je me suis dit bon, on dirait deux darons qui essaient de jouer une scène de combat, mais ça marche pas, tu vois. Je me suis dit ça, moi. Moi qui aime plutôt pas mal les FX et qui me suis adonné à mes heures perdues à tenter de faire des petits FX sur des courts-métrages, c'est ce que j'appelle des effets spéciaux pas ouf, mais intelligents pour que ça passe, mais on se foule pas. Parce que je sais très bien comment ils ont fait, c'est tu filmes la scène, il n'y a personne sur le plan, et puis limite tu fais plusieurs prises de trucs comme ça, et le gars il bouge comme ça et t'accélères en hyper accéléré, là, cette sensation en gérant bien ton étalonnage, et t'as l'impression qu'il est passé très vite, mais c'est une succession d'images.
J'aurais voulu à un moment donné qu'on alterne entre ça, par exemple, et tu vois des plans. Alors bien sûr, vous allez me dire ouais, mais il faut le budget, mais qu'on peut avoir dans les DC Comics avec Flash, etc. Où parfois tu as la vue intérieure du personnage qui se déplace vite et tu vois la lenteur de l'autre côté alterner sur quelque chose d'un petit peu plus quali. Là, j'ai trouvé oui, c'était. Bon, j'ai pas dit qu'il était mauvais, j'ai juste c'était fait, allez, c'est fait. Ah, c'est bidon, hein, dans une bidon, série comme voilà, ça. Ça fait très plan-plan, quoi, j'ai envie de dire. Et en plus de ça, surtout que, vu qu'on parlait des costumes, on est dans les visuels et les FX et les costumes. Bah voilà, les costumes, tu parlais de cosplay. Oui. L'homme poisson, on en parle ou? Le Arlong. Je l'ai vu dans le trailer, Arlong, donc ouais, je vais vous donner mon avis aussi là maintenant, parce que c'est vrai qu'il y en a qui ont peut-être pas vu la vidéo trailer. Disons qu'Arlong, il m'a, pour te dire, un peu plus convaincu que Sham Buchi et que la Hadol. Pour te dire. J'ai mis la même chose. Dans mes visuels, dans mes notes, j'ai mis Arlong mieux que dans le trailer. Mieux que dans le trailer, je sais pas. Il y a un truc, il y a une constante dans ces séries, dans cette série Netflix, c'est que dans le trailer, on voyait les personnages qui n'avaient pas les mêmes proportions que dans le manga ou l'anime, où certains personnages sont énormes. Alvida, Morgan, Arlong. On se disait mais ils sont rikiki, ils sont minuscules, ils ont aucune prestance, et quand on voit la série ça passe. Pour Arlong j'attends d'en voir un peu plus parce que c'est difficile de se prononcer sur le seul passage là. Ouais, mais on sent qu'il joue sur des cadres en contre-plongée pour le rendre un peu plus grand qu'il ne l'est, plus. Et puis la voix aussi, tu vois, le fait d'avoir travaillé la voix pour que ça fasse une voix un peu monstrueuse, caverneuse, pour le rendre effrayant justement. Mais le Kurobi, je l'ai vu, il est coincé dans son cou, en fait. Je sais pas, j'ai pas le même maquillage sur Kurobi, du coup c'est l'homme de main qu'on voit, le requin marteau qu'on voit au début là. Il m'a pas convaincu de fou furieux en fait. On va parler de réal. Un autre truc qui me convainc pas dans cet épisode, c'est les choix de lentilles, de focales. On nous a fait ça, enfin, tu le fais une fois, pour dire quelque chose même. Je comprends. Mais là, le souci, c'est qu'on utilise cette espèce de plan avec une focale bizarre en début d'épisode quand ils sont dans le village et qu'ils regardent les affiches et qu'ils se disent bon, on va aller où, je sais pas quoi. Donc ça n'a aucun sens. Et ensuite, on le réutilise dans le dressing quand ils sont en train de choisir des vêtements. Donc là, à la limite, c'est pour signifier qu'on les observe, tu vois. Mais c'est pas ça, puisque du coup c'est la même lentille qu'on a utilisée plus tôt dans l'épisode. Donc je comprends pas. Est-ce que ça avait du sens? Est-ce que ça a un intérêt? Qu'est-ce que ça apporte? Je sais pas. C'est un effet de style, donner un fish eye pour créer quelque chose de. Non, mais je vois pas. Tu fais pas ça. Cinéma, tu mets un fish eye. La réalisation, ça doit avoir du sens. Bien sûr, je suis d'accord. Ouais. Je pense qu'il a voulu dire on va utiliser ça pour créer quelque chose où ils sont enfermés dans un huis clos, dans une pièce spécifique. Ah ouais, mais ils sont dehors. Je vois que ça. Parce que... Je te dis, l'extrait, c'est quand ils sont dehors. La première utilisation, ils sont dehors. Ouais, et là même pas, je sais pas. Peut-être cette sensation de fausse focus sur ce truc-là et pas sur le reste, je sais pas. Mais, bon, c'est des choix qui sont propres à la réal. Le réalisateur nous en dirait plus, mais nous, en tout cas, on observe. Cela dit, j'ai bien aimé les transitions. Je l'ai dit tout à l'heure, mais les transitions, les différents flashbacks, les différents moments où c'est amené. Par contre, j'ai trouvé que c'était plutôt bien posé. On respectait l'équilibre qu'on a eu jusque maintenant sur les 2 premiers épisodes à ce niveau-là, sur comment implémenter des flashbacks et renforcer le background. Tu l'as dit tout à l'heure, du SOP, etc. De bonnes transitions, hein, même dans les discussions parallèles, Nami, Kaya, Usopp, Zoro, Luffy, où on le remarque pas tout de suite, mais Nami et Kaya qui vont se rapprocher, non seulement sur le plan évidemment où elles vont se comprendre et elles vont tisser des liens, quoi, en quelque sorte, avec ça. Mais en plus de ça, regardez comment elles sont assises. Au début, Nami arrive avec son machin là. Kaya lui dit vas-y, viens, assieds-toi. Elles sont sur 2 sièges différents, elles finissent sur le même canapé et sur le même plan, in fine. Là, le réalisateur a raconté quelque chose avec sa réalisation, avec son plan. Là où je comprends toujours pas la focale de tout à l'heure. Vous voyez un peu le langage du cinéma. Bon, on va passer, vu qu'on a déjà parlé de l'ambiance glauque, sauf si tu veux rajouter quelque chose, à la bande-son. Non, bande-son. Bande-son. J'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que j'ai plutôt apprécié la bande-son qui a bien souligné l'ambiance plus sombre, plus pesante qu'on devait ressentir avec la menace Kuro, qui se dévoile petit à petit, on le sait pas au début, et du coup j'ai
J'ai bien aimé, notamment la musique de Crandall qui défonce Mary. D'ailleurs, Mary top moumoute, pour le jeu de mots. Et on l'entend d'ailleurs à la fin, juste au moment du lancement du générique de fin. J'aime bien ce thème, des musiques plus angoissantes, un petit peu plus sombres. Je trouvais que ça collait bien. Ça colle très bien à l'ambiance. Du coup, avis sur l'épisode. Pour ma part, j'ai trouvé que c'était un épisode en dessous des 2 premiers. Notamment du fait de certains choix d'adaptation, mais aussi parce que on renoue du coup avec l'aspect cheap. T'enlèves des combats, il y avait quand même des mises en scène dans les 2 premiers épisodes où il y avait des chorégraphies, des trucs comme ça. Là, t'enlèves des combats pour un truc plus plan-plan, avec un peu plus de cosplay. Du coup, voilà. Mais malgré tout, sur le plan émotionnel de construction des personnages, là par contre, on est toujours au bon niveau, je trouve. Usopp Kaya, bon, même si le truc un peu, la romance, tu l'as dit, bon, ça c'est pas le meilleur truc, mais... le reste, j'ai bien aimé, construction émotionnelle. Nami aussi, son évolution continue dans cet épisode. Elle cache encore des trucs, mais ça évolue bien. C'est cool. C'est un épisode sympa. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un épisode sympa, peut-être un petit peu moins que les 2 premiers, mais vraiment, on va dire que ça reste malgré tout constant. Le côté plus sombre m'a plu, je l'ai dit tout à l'heure. À un moment donné, je sais pas ce que t'en as pensé, je me suis dit, il y a pas un petit clin d'œil à Strong World, le film, pour ceux qui l'ont vu, quand ils sont en train de se déguiser, qui sortent de tout en black. Non, c'est les tenues, c'est toutes les tenues qui mettent les 3 là, c'est des tenues qu'on voit sur les illustrations d'Oda. Et c'est des illustrations contemporaines de cette période-là. Et j'ai bien aimé. D'ailleurs, vous remarquerez qu'ils changent de tenue à chaque épisode. Dans le manga et l'animé, ce n'est pas le cas. Mais en revanche, il y a beaucoup d'illustrations de l'auteur du manga. Et en fait, toutes les tenues qu'ils ont dans la série sont des clins d'œil à chaque fois à des illustrations ci et là. Ça, c'est très très bonne idée pour les fans. Ouais. Ça c'est cool, parce que je l'avais pas en tête, parce qu'il en a fait tellement au-delà des illustrations. Mais on la passera dans la vidéo si on la retrouve. Ouais. Voilà, écoutez, dites-nous ce que vous avez pensé vous de ce 3e épisode. On se donne rendez-vous dès demain si vous êtes abonnés avec le 4e épisode. Et puis on se fait des bisous et on se dit à très vite sur la chaîne 2. Les Wemax, à la prochaine. Allez, les bisous. Ciao.